Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette visioconférence sur être aidant. J'espère que vous allez tous bien. Cette visioconférence du coup est réalisée en partenariat avec Movadom Alliés, Family Zen et Adaptia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Seine-Saint-Denis avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre présence et de votre participation. On est ravis de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé, je serai votre hôte aujourd'hui. Donc, je vais veiller à ce que tout se déroule pour le mieux. Donc, si vous avez la moindre question technique ou non, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Vous avez une petite bulle de conversation qui est normalement en bas ou en haut de votre écran. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis, Isabelle m'a donné l'autorisation de la couper si jamais il y avait des questions pendant son intervention. Donc, voilà. Donc, je vais laisser Isabelle se présenter. Puis, je vous laisse Isabelle reprendre le contrôle du coup. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc, je m'appelle Isabelle Palassin, je suis psychanalyste, thérapeute de couple et j'ai rédigé avec Gwendoline Cotresse le livre On déménage, destiné au changement de domicile des seniors. Donc, ce matin, je vais vous parler des aidants. Alors, on va commencer par une petite définition quand même, savoir un peu de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant? Alors, la définition officielle, est considéré comme proche aidant la personne qui vient en aide de façon régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir des actes ou des activités de la vie quotidienne à une personne âgée en perte pas forcément âgée justement, en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Donc, à partir de cette définition, on voit bien que, d'une part, il y a ce côté de non professionnel, c'est-à-dire que l'aidant, c'est d'abord un proche. C'est un enfant, un mari, un conjoint, une conjointe, etc., qui agit, donc qui est non professionnel, c'est-à-dire que par ailleurs, c'est quelqu'un qui peut avoir une profession, qui peut être salarié par ailleurs, avoir un métier, etc., ou être retraité. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui va devoir prendre sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle parfois, pour pouvoir être aidant de son proche. Et puis, on voit aussi que, on va en parler après, c'est vrai qu'être aidant, on parle beaucoup des aidants des personnes âgées, mais ça peut être aussi être aidant d'un enfant handicapé, par exemple, être aidant d'un parent souffrant d'une maladie comme un cancer, parce qu'on va en parler aussi, il existe de jeunes aidants, et donc des enfants qui sont aidants de leurs parents. Alors justement, on va continuer avec qui sont les aidants. Alors déjà, il y a 11 millions environ d'aidants en France, soit un Français sur 6. Et aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et en fait, il y a un aidant, c'est d'abord une aidante, puisque environ 6 aidants sur 10 sont des femmes. Alors, en fait, l'âge moyen est de 49 ans. Donc ça, c'est l'âge moyen pour l'ensemble des aidants, quel que soit le statut de l'aidé. 61% travaillent, c'est ce dont on parlait à l'instant, et 500 000 ont moins de 18 ans, soit environ un par classe. Ça veut dire que dans une classe de 30 enfants, par exemple, il y en a un qui est en situation d'aidant de son parent. C'est énorme. Sur ces 11 millions d'aidants, 3,9 millions sont des aidants de personnes âgées et 720 000 sont aidants de personnes âgées en établissement. C'est important parce qu'en fait, on a parfois en tête, et y compris les aidants, l'idée que finalement, si la personne âgée finit par entrer en EHPAD, elle est abandonnée par la famille. Pas du tout. On voit bien 720 000 aidants, en fait, sont encore aidants, 720 000 personnes, pardon, sont encore aidants lorsque leurs proches entrent en maison de retraite. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont venir régulièrement les visiter, qui peuvent aider également à faire une promenade, mais aussi parfois au repas. Donc plus de la moitié des aidants sont des enfants, c'est-à-dire que là, ce sont des grands enfants, on n'est plus dans les jeunes aidants, mais sont des enfants donc, qui sont âgés d'une cinquantaine d'années en moyenne.
Alors, c'est important cet âge de 50 ans, parce qu'on sait bien que c'est l'âge pivot. On appelle cet âge l'âge pivot, 50, 65 ans. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont déjà, on peut déjà les appeler seniors pour certains, hein, ça dépend un peu des appellations, mais ce sont des jeunes seniors. Et ce sont des gens qui sont 50, 65 ans, qui sont encore en activité professionnelle, qui parfois ont des adolescents à la maison et qui s'occupent de leurs parents âgés dépendants. Et on voit bien la charge mentale que peuvent représenter ces trois vies auxquelles il faut faire face en même temps. Donc plus d'un quart sont des conjoints. Alors ces conjoints ont en moyenne 74 ans et 49% des aidants de personnes âgées sont des retraités. Ce qui signifie donc que plus de la moitié exercent encore une activité professionnelle. Et attention, ça c'est un chiffre important aussi, 54% des aidants ne se considèrent pas comme tels. C'est-à-dire que si on leur dit est-ce que vous êtes aidant, ils vont dire pas du tout. Et pourtant, ils vont passer du temps à faire les courses de leurs parents ou leurs conjoints, etc., à aider à faire les comptes, par exemple, parce que ça c'est important. Avec la fracture numérique, on voit bien que quand les parents avancent en âge, c'est-à-dire 80, 90 ans, sont des générations qui ne sont pas forcément à l'aise avec les ordinateurs, avec l'informatique. Or, de plus en plus souvent, on demande en fait aux citoyens d'utiliser ces outils-là. Et c'est vraiment un problème en fait pour l'autonomie des personnes âgées. Et c'est là que les aidants vont pouvoir intervenir en aidant à remplir la déclaration d'impôt en ligne, etc. Alors, on va maintenant passer à qui sont les aidés. Les aidés, alors, en fait, les causes les plus importantes de dépendance sont par ordre d'importance l'âge, donc qui représente 53% en fait des causes de dépendance, la maladie, 45%, donc ça peut être un cancer, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être un AVC, etc. Et les handicaps, 34%. Alors, on voit qu'il peut y avoir évidemment des interactions entre toutes ces catégories, c'est-à-dire qu'une personne âgée dépendante peut aussi avoir quelques handicaps liés à l'âge. Et puis, 2 millions d'aidants soutiennent des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer. Alors, c'est très important parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui va vraiment modifier en fait la relation entre l'aidant et l'aidé, dans la mesure où il va y avoir cette question de l'oubli en fait. C'est-à-dire que la personne aidée va progressivement oublier un certain nombre de choses. Elle va oublier d'éteindre le gaz, mais elle va finir par oublier la parole, et puis elle va aussi oublier en fait le visage de l'autre, et donc ne plus reconnaître celui ou celle qui intervient à ses côtés. Et c'est pour ça que, on en parlera après, mais c'est une maladie très particulière dans la relation aidant-aidé. Alors, et donc la question en fait, qui menace finalement les aidants, parce que être aidant, c'est évidemment que c'est un rôle merveilleux, c'est-à-dire que on aide son proche, on l'assiste au quotidien. Enfin, il y a quelque chose d'une tendresse, d'un don de soi, etc. Mais il faut quand même, il y a des limites à ce don de soi justement. C'est l'épuisement notamment. Et ainsi, 48% en fait des aidants ont une maladie chronique, 29% se sentent anxieux et stressés, et 70% des répondants, enfin là je parle d'une étude en fait qui a été menée par un collectif interassociatif des aidants familiaux, 70% des répondants déclarent ne pas s'accorder du temps pour les loisirs. Ça veut dire que en fait c'est vraiment des gens, les aidants, dont le risque c'est de ne plus être qu'aidants, c'est-à-dire de passer leur temps, au fond, à cette tâche qui est d'aider leurs proches, au risque, évidemment, de s'oublier soi-même. Et ça a un coût psychique, ça a un coût physique aussi, puisque 63,5% des aidants déclarent avoir des douleurs physiques depuis qu'ils ont commencé à aider. Un risque aussi, alors on va passer
en fait, sur ces raisons, en fait, sur les raisons qui font que il y a ce risque d'épuisement, c'est d'abord, alors d'abord, je ne sais pas si on peut mettre une hiérarchie dans ces raisons, mais en tout cas, l'une des raisons majeures, c'est l'isolement. C'est-à-dire qu'un un aidant pardon, sur deux se sent seul. C'est un résultat d'une étude de la conférence du collectif Je t'aide sur l'isolement des aidants. Cet isolement, il a bien sûr il a été renforcé par la crise du Covid. C'est-à-dire que les moments où nous avons été confinés, ces moments-là ont renforcé en fait l'isolement de la diade aidant-aidé, avec des difficultés dont on va parler. Alors évidemment, donc il y a cette maladie, cette pandémie qui a renforcé cette question de l'isolement, mais pas que. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, les aidants se sentaient parfois aussi isolés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vraiment reconnus, parce que leur rôle n'est pas reconnu. Alors, il faut déjà qu'eux-mêmes, on l'a vu, reconnaissent ce rôle d'aidant, mais c'est vrai que l'entourage ne le reconnaît pas forcément. Et puis, il n'est pas rare quand même que l'entourage se détourne, l'entourage amical comme l'entourage familial. C'est notamment le cas lorsque la maladie survient. La maladie fait un peu peur, il faut le dire, et dans certains cas, il y a une espèce de débandade généralisée autour des aidants. Ce n'est pas toujours le cas, il ne faut pas généraliser, mais tout de même, beaucoup d'aidants témoignent de ces difficultés-là. Et alors, évidemment qu'il faut pouvoir demander de l'aide, mais demander, ce n'est pas si facile que ça. Et puis, encore faut-il qu'en face, il y ait une écoute suffisante. Dans l'entourage professionnel, parce que quand on parle d'isolement, on peut évidemment faire référence aussi aux aidants qui sont salariés et qui ne trouvent pas ou n'osent pas, dans le cadre de leur travail, parler de leur situation d'aidant. Et c'est très important que dans les entreprises, en fait, on puisse repérer ça. Alors qu'on le verra, la loi met en place un certain nombre d'aides pour les aidants, y compris les aidants salariés, avec un congé spécifique, des allocations, etc. Alors, l'autre raison, une des autres raisons de l'épuisement, c'est la dépendance de l'aidé. Parce que la relation de dépendance induit en elle-même une fatigue qui augmente bien sûr en fonction du niveau de dépendance. C'est-à-dire que devoir, par exemple, aider sa mère à faire ses courses, c'est une contrainte, bien sûr, mais aider son conjoint dans les gestes quotidiens des toilettes, c'est pas le même niveau. De la même façon, aider une personne qui n'est pas psychiquement dépendante est une chose, c'est-à-dire on va aider la personne qui a un handicap à bouger, on va lui faire ses courses, on va lui prendre le bras pour aller se promener. Mais quelqu'un qui a une dépendance cognitive, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que on va reparler ici de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que vivre avec quelqu'un qui en permanence pose les mêmes questions, par exemple, ce qui est quelque chose qui est assez fréquent, un symptôme qui est assez fréquent dans la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui va être lancinant et qui va être assez épuisant psychiquement pour l'aidant. Il y a une espèce de sentiment d'être vampirisé, en fait, que l'aidé absorbe l'énergie de l'aidant. Et puis, il y a aussi, parmi les raisons de l'épuisement, une sorte de bouleversement des places, qu'elle soit due à la maladie, au handicap, à l'âge ou aux trois à la fois. La dépendance rebat les cartes dans la famille ou accentue les rôles des uns et des autres. Par exemple, c'est un exemple assez courant, la fille aînée qui devient naturellement, entre guillemets, bien sûr, avec beaucoup de guillemets, l'aidante de ses parents, tandis que ses frères et sœurs esquivent. On peut avoir aussi le cas d'une épouse qui est pourtant âgée et qui s'occupe jour et nuit de son mari, qui ne supporte aucune autre présence à ses côtés. On peut avoir le fils qui devient responsable de son père, par exemple, ou la fille responsable de sa mère. Et ce bousculement, en fait, n'est pas sans conséquences psychiques sur les liens.
Ça peut intensifier les questions du devoir, on y reviendra, en y enfermant les dents, quitte à gommer le plaisir d'être ensemble. Mais aussi, ça crée des inversions de rôle qui entraînent des sentiments d'étrangeté. Parce que devenir le parent de son parent est d'autant plus troublant que ce renversement vient bouleverser le jeu des identifications qui nous ont construits. En fait, quand on est petit, les figures parentales, ce sont des modèles, et c'est en fonction de ces modèles qu'on se construit, c'est-à-dire en essayant de leur ressembler ou en essayant de s'en détacher après. Mais les parents sont des références ou des repoussoirs qui président en fait à la construction de la personnalité. Or, l'entrée dans le grand âge des parents et leur dépendance remet en cause ce jeu des identifications. Ça vient de réinterroger ces identifications-là. Et on peut avoir, alors ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais c'est vrai que lorsque la dépendance est importante, lorsque la personne devient vraiment entre dans une dépendance cognitive avec des maladies dégénératives, etc., il y a une espèce d'effroi, en fait, devant ce que l'autre est en train de devenir, et la peur de ressembler, la peur de s'identifier à l'autre peut être aussi présente, plus ou moins consciemment, évidemment, dans l'esprit de l'aidant. Et ces questions dans les rapports aidants-aidés sont d'autant plus aiguës qu'elles sont redoublées par le rapport du corps, au corps de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, laver, toucher, alors toucher évidemment, mais surtout laver, changer un parent, c'est compliqué parce que jusqu'à présent, l'accès au corps du parent, il est quand même interdit. Il y a un tabou depuis l'enfance sur ce corps de la mère ou le corps du père. Et là, d'être d'un seul coup, à cause de la maladie, obligé de toucher ce corps dans ce qu'il a de plus intime, évidemment que ça peut créer de la gêne, du malaise, et par-dessus lesquels on se sent obligé de passer pour cause de dévouement. On verra tout à l'heure que peut-être on n'est pas obligé d'aller jusque-là, et on peut aussi sentir ses propres limites et essayer de faire avec. Et puis, là, on a parlé effectivement du rapport au corps, en fait, des parents, mais dans un couple, ces soins en fait corporels effacent ou démentent la relation érotique, qui pourrait sans cela se maintenir finalement jusqu'au bout de la vie, même si on n'est plus dans une relation sexuelle, etc. Mais le toucher peut avoir une dimension érotique jusqu'au bout de la vie. Et c'est vrai que être obligé de changer son mari, etc., ou sa femme d'ailleurs, peut venir un petit peu abîmer ce lien-là. Alors, ensuite, une autre raison de l'épuisement, c'est l'idéalisation de la relation aidant-aidé. Parce que, en fait, alors je vais employer des grands mots, mais je ne vais pas les employer beaucoup, rassurez-vous. Donc c'est vrai qu'on se construit à partir de quelque chose qui s'appelle l'idéal du moi. C'est ce qui fonde le narcissisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on tend vers ce qu'on estime être le bien, être un modèle par rapport à notre système de valeurs, plus l'estime de soi est bonne. Alors évidemment que c'est quelque chose qui va toucher les dents évidemment en plein, puisque le système de valeurs, faire le bien, faire son devoir, tout ça, ce sont des questions qui animent les dents. Mais il y a aussi, dans le domaine de l'aidance, l'idéal de la relation avec un aidant, parfaitement ajusté aux besoins de l'aider, et celui-ci qui serait parfaitement rassuré, qui serait parfaitement réconforté par l'aidant, cette idée-là se fracasse souvent sur les réalités. C'est-à-dire qu'il y a des insatisfactions d'un côté comme de l'autre. Il y a de l'ambivalence, c'est-à-dire que bien sûr qu'on a envie de tout faire pour la personne que l'on aide, mais en même temps, on peut se sentir à bout, on peut se sentir énervé un jour, on peut se sentir fatigué. Et dans ce cas-là, évidemment que ça va entraîner la frustration, la culpabilité et la baisse de l'estime de soi.
l'aidant va se dire « Ah ben, je suis nulle, en fait, je suis nulle de penser ça, je suis nulle de penser que j'en ai assez, que j'aimerais prendre des vacances sans la personne que j'aide, j'y arrive pas, etc. » Tout ça, ça met en cause l'estime de soi. Et puis, ces cognitions, enfin ces réflexions, ça peut mettre aussi en péril la relation avec la personne aidée. En effet, le mal-être peut conduire plus ou moins consciemment l'aidant à se désengager affectivement de la relation, voire à devenir lui-même irritable, agressif, etc., jusqu'à des conduites maltraitantes. Donc ça va être important, on va y revenir, on va revenir sur tout ça, et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions, mais il y a des solutions évidemment pour ne pas en venir jusque-là. Et puis, une autre raison aussi, c'est que je n'ai pas mentionné dans la slide, c'est que l'aidant, c'est le réceptacle de l'anxiété de l'aider. C'est-à-dire que, évidemment, que l'entrée en dépendance pour la personne âgée, pour le malade, etc., c'est un moment qui est très compliqué, évidemment, parce que il perd ses repères, il perd ses repères internes aussi, parce que d'un seul coup, ne plus pouvoir réaliser un certain nombre d'actions dans la vie quotidienne, etc., ça grève l'image que l'on a de soi-même. Et souvent, on entend la personne aidée dire « je suis plus bon à rien, j'ai peur de mourir, j'ai mal », et tout ça. Et ça, évidemment que l'aidant l'entend. Et ça le met dans une espèce de forme d'impuissance, parce que quelqu'un qui est en fin de vie, par exemple, qui dit « j'ai peur de mourir », qu'est-ce qu'on dit à ça? Comment on répond à cette question-là? On n'a pas de réponse, on ne peut pas dire « je vais t'empêcher de mourir ». Donc, ce sont vraiment des questions fondamentales et qui nous obligent, en tant qu'aidants, à renoncer à une forme d'impuissance, à juste être là avec. Mais ce n'est pas si évident de se dire qu'on est juste là avec. Et cette anxiété de l'aider, elle peut aussi s'exprimer via des mécanismes de défense souvent inconscients. Mais par exemple, la personne peut devenir plus agressive. C'est une façon d'expulser, en fait, la douleur, l'anxiété, le sentiment de plus rien valoir, la peur, etc. C'est un mécanisme de défense bien connu. Alors, et puis, il y a un autre cas de figure, c'est lorsque l'aidé, la personne que l'on aide, d'un seul coup lâche prise et glisse dans un mouvement assez régressif. C'est-à-dire qu'il va complètement se laisser porter par son aidant, alors qu'il pourrait encore se prendre en charge sur certains points. Et ça, pour l'aidant, c'est très difficile à vivre aussi. C'est-à-dire de se dire que si, pourtant, elle pourrait se lever, il pourrait encore se raser, et puis non, il se laisse complètement faire. Donc ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Tous ces moments régressifs, en fait, sont souvent le symptôme d'une dépression de l'aider. Bon. On va passer à la slide suivante. Donc, les limites on va parler maintenant des limites de l'aide. Qu'est-ce qui fait que ça va être compliqué on l'a vu, ce qui pouvait être très compliqué dans la capacité d'aider, mais il y a aussi des limites de l'aide. C'est-à-dire que, par exemple, il faut s'adapter souvent aux capacités de l'aider. Et c'est le plus important et peut-être le plus énergivore, parce que ça demande beaucoup d'attention à l'autre, surtout dans des pathologies de type Alzheimer, où la communication verbale est confuse. C'est-à-dire que quand on aide quelqu'un qui peut s'exprimer encore, qui dit « j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela », bon, on a des repères et c'est clair. En revanche, dans les pathologies de type Alzheimer, quand la communication verbale est confuse, là, c'est compliqué parce qu'il faut décrypter, en fait. Il faut décrypter l'attitude de l'autre. Il faut comprendre ce que l'on doit lire dans une attitude, dans une mimique,
d'un seul coup une agressivité qui survient. Et c'est pas évident. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est difficile en fait. Et c'est pourquoi il peut être très précieux de pouvoir échanger avec des professionnels de santé qui gravitent autour du proche. C'est-à-dire que ça peut être le médecin, l'orthophoniste, le kinésiste, l'ergothérapeute, la psychologue, etc. C'est-à-dire que ces professionnels-là pourront vous dire quelles sont les capacités encore intactes, hein, et celles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour comprendre ce dont votre proche a besoin et ce qu'il peut encore faire. Ils pourront vous expliquer également comment communiquer avec lui. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, lorsque les capacités cognitives baissent, les questions ouvertes de type de quoi tu as envie aujourd'hui n'ont pas beaucoup de sens. Donc ça ne sert à rien, en fait, de dire à l'autre, alors qu'est-ce que tu as envie de manger, par exemple. Il aura beaucoup de difficultés à vous répondre. Alors que les questions fermées, qui induisent des réponses par oui ou par non, comme tu veux sortir, oui, non, permettent une communication plus fluide. C'est-à-dire que ça vous met finalement dans des espèces de rails qui sont aussi bien tranquillisants pour la personne que vous aidez que pour vous-même, parce que ça sera plus facile de communiquer. De même, le langage non verbal, la prosodie. Alors la prosodie, c'est la musique, hein, de la parole, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas pareil de dire aujourd'hui tu veux sortir, et puis est-ce que tu veux sortir aujourd'hui? Voilà. C'est-à-dire que la prosodie, elle permet en fait de laisser passer des émotions en direction de l'autre. Et c'est important. Mais il y a d'autres choses qui permettent de laisser passer l'émotion en fait, qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. C'est le toucher, les mimiques, l'attitude. Et ça sont des éléments que la personne aidée, et les personnes notamment souffrant de maladie d'Alzheimer, en fait, comprennent et reçoivent finalement jusque tard dans la maladie. Donc c'est important aussi d'être attentif à ça. Mais on voit bien en fait que s'adapter aux capacités de l'aider, c'est pas facile en fait, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça demande quand même une attention finalement de chaque instant à l'autre pour s'ajuster, etc. Donc ça demande, c'est très énergivore. Et puis c'est important aussi de laisser l'espace de faire. Parce que souvent, la tension entre l'aidant et l'aidé est attissée par le sentiment que le premier considère le deuxième comme incapable d'eux. C'est-à-dire que ça crée une frustration chez l'aidé, chez la personne aidée, et l'impression qu'il n'est plus bon à rien. C'est aussi ce qui fait dire que la relation aidant-aidé est une relation de pouvoir sur l'autre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, parce que même quand on a le sentiment de bien faire, de protéger son proche, parce qu'on a peur pour lui, ben, on peut être dans des situations où finalement on force l'autre, on s'arroge le pouvoir de retirer les clés de la voiture, le pouvoir de regarder les comptes, le pouvoir d'exiger une entrée en maison de retraite par exemple. Or, tout faire à la place de l'autre, prendre des décisions à sa place, c'est aussi une façon de lui dénier en quelque sorte son statut d'adulte, son statut de citoyen. C'est d'être humain indépendant. Et c'est pourquoi il est important d'écouter ce que la personne malade, handicapée ou âgée a à dire. C'est-à-dire écouter ce qu'il se sent capable ou non de faire. Alors évidemment qu'il y a cette question de l'anosognosie, c'est-à-dire le fait que la personne n'a pas conscience du fait qu'il est malade, qui fait qu'effectivement, une personne, par exemple, souffrant, encore une fois, de maladie d'Alzheimer, va vous dire moi, pas du tout, je peux conduire, il n'y a aucun problème. Bon. Alors, il va falloir là négocier. Et puis, c'est important dans ces cas-là aussi de faire intervenir, par exemple, le médecin de famille, un ami, etc. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est important de ne pas être seul face à l'aidant, à l'aider, pardon, dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des remarques en cours de route, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, maintenant, on va voir en fait comment s'ajuster sans se perdre, sans s'épuiser, sans perdre quelque chose de soi. La première chose qui est importante, c'est d'évaluer ses propres limites.
afin de ne pas faire peser d'ailleurs sur l'aidé ses propres frustrations et ses fatigues. Comment? Eh bien, d'abord, c'est important de savoir évaluer votre état de santé, physique, psychique. Et pour ça, il y a quelques signes qui sont vraiment des signaux d'alerte qui doivent s'allumer. C'est par exemple les troubles du sommeil. C'est-à-dire que vous dormiez bien jusqu'à présent, puis d'un seul coup, vous vous réveillez très tôt le matin, 4-5 heures, ou vous avez du mal à vous endormir, vous avez des réveils nocturnes, etc. L'irritabilité aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout peut être source d'irritation, d'énervement, vous avez l'impression que tout est contre vous. Bon, ça c'est un autre signe d'alerte. Et puis, il y a l'augmentation aussi de la consommation d'alcool, de cigarettes, de tranquillisants, ou même de nourriture. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous mettez à manger du chocolat, enfin des aliments qui sont réconfortants en fait. Mais ça, en fait, ça peut être un signe qui vient vous alerter que là, c'est peut-être temps de lever le pied, vous avez peut-être atteint vos propres limites. Il y a aussi les douleurs diffuses. C'est-à-dire que, bien sûr que quand on aide une personne âgée ou un adulte handicapé, etc., le fait de l'aider à se lever, etc., on peut avoir mal au dos. Bon, ça, c'est une chose. C'est une chose importante et c'est important parce qu'il y a des apprentissages à connaître pour savoir comment, en fait, bien lever une personne âgée de son fauteuil, par exemple. Mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est plutôt sur les douleurs diffuses. C'est-à-dire, un jour, vous avez mal à l'épaule, le lendemain, vous avez mal au dos, après, vous avez mal à la tête. Et ça, c'est un signe d'alerte, en fait. C'est-à-dire que c'est votre corps qui vous dit bip, bip, attention, là, tu es en train d'arriver sur tes limites. Et puis, enfin, il y a l'hypertension. Alors ça, c'est évidemment plus difficile parce que l'hypertension, on ne s'en rend pas compte le plus souvent qu'on est hypertendu. Donc, quand vous sentez en fait un ou deux signes comme ça qui arrivent, il faut évidemment consulter tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut aller voir son médecin traitant, en parler avec lui, évaluer votre niveau de stress et puis savoir s'accorder du temps. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, hein, s'accorder du temps. Lâcher prise. c'est des bien grands mots, et c'est vrai que pour beaucoup d'aidants, ils vont dire, oui, mais comment on fait pour s'accorder du temps? Alors, pourtant, c'est très important de s'accorder du temps. C'est-à-dire que, pourquoi les aidants vous diront, mais s'accorder du temps, c'est pas possible pour moi? Parce que souvent, s'accorder du temps, c'est finalement se dire qu'on n'est pas un bon aidant. C'est-à-dire que prendre du temps pour soi, c'est culpabiliser. C'est se dire que c'est du temps que je prends à mon rôle d'aidant, mais pas du tout en réalité. Parce qu'au contraire, c'est-à-dire que ce temps que vous allez prendre pour vous, c'est un temps qui va vous permettre de recharger vos propres batteries et d'être encore plus efficace auprès de la personne que vous aidez, auprès de votre conjoint, auprès de votre parent, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand j'ai listé tous les symptômes qui pouvaient montrer que finalement vous étiez au bord de l'épuisement, il y avait cette question de l'irritabilité notamment. Et c'est vrai que l'irritabilité, c'est quelque chose qui va abîmer la relation avec votre proche. Donc là, de pouvoir s'extraire à un moment, eh bien, ça va vous permettre justement de souffler un peu et de faire baisser cette tension et de retrouver finalement la personne aidée avec beaucoup plus de plaisir, en fait. Parce que la question, en fait, de l'épuisement de l'aidant, c'est au fond la perte du plaisir d'être avec l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre, et pour l'aidant et pour l'aidé. C'est-à-dire que la personne âgée, la personne malade, la personne qui est en état de dépendance, si en plus elle sent qu'elle est un fardeau, une charge, évidemment que ça va être difficile à vivre pour elle, autant que pour vous d'ailleurs, parce que pour des raisons différentes. Mais sentir que d'un seul coup, votre parent, votre conjoint
devient une charge, c'est vrai que c'est difficile et ça trouble en fait la relation avec lui ou elle. Et alors, comment on peut faire tout ça? Eh bien, en acceptant de céder la place, en négociant avec l'aidé des solutions qui vous arrangent vous, c'est-à-dire la venue d'un professionnel, d'un bénévole, d'un recours à une solution de répit. C'est-à-dire que je dis négocier parce que parfois ce n'est pas facile, c'est-à-dire que les personnes âgées dépendantes, même les malades parfois, n'ont pas envie en fait de quelqu'un d'autre dans leur intimité, en fait, que quelqu'un d'autre vienne, entre dans leur maison, dans leur appartement, quelqu'un d'autre que leur fils, leur fille, leurs proches. Donc ça va être important de pouvoir négocier et c'est bien de pouvoir dire moi ça ne me va pas. Ça ne me va pas et comment? Je vois Chloé que vous. Excusez-moi, non, c'est moi. Oui. Je ne vous entends pas. Pardon, c'est moi, il y a eu un bug, excusez-moi. Ah bon, pardon. Je croyais que vous réagissiez. Désolée. Non, je croyais que vous réagissiez en fait Non, à non, ce pas que je du tout. disais. J'ai bugué avec mon doigt, n'importe quoi. Pardon. D'accord. Donc, oui, donc en fait, c'est important de pouvoir dire, de pouvoir être au clair avec ses propres limites et de pouvoir en faire part à l'autre. Alors, ah, j'ai perdu le fil de mes slides. Et pour ça, on peut avoir recours à des solutions de répit. Alors, quelles sont-elles? Alors, les solutions de répit, elles sont inscrites, enfin, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que vous avez la possibilité auprès du Conseil général de vous faire reconnaître en tant qu'aidant. Et à partir du moment où vous êtes reconnu en tant qu'aidant, vous avez droit à un certain nombre de choses, en fait, à un certain nombre d'avantages. Alors, quels sont-ils ces avantages? D'abord, si votre proche bénéficie de l'APA, donc l'allocation pour la dépendance, pour l'autonomie plus exactement, eh bien, vous aurez chaque année, alors c'est pas beaucoup, mais bon, voilà, ça peut aider, droit à 500 € à dépenser pour des aides à domicile, pour un accueil temporaire, pour un séjour de répit aidant aidé, etc. Donc ça, c'est une première chose. Si vous êtes salarié, vous avez également droit à des congés. Alors, à des congés qui s'appellent les congés pour aidants. Et donc là, vous avez, pardon, c'est dans la loi. Donc après, certaines conventions collectives sont mieux disantes, on va dire, par rapport à la loi. Mais vous avez droit à un congé qui représente à peu près 30 jours par an. Alors, c'est un congé sans solde, mais qui vous permet de vous absenter en fait du travail. Et puis, vous avez le droit également à une allocation journalière pour aider son proche aidant. C'est-à-dire que là, c'est vous absentez et vous avez droit à une allocation qui représente 58,59 € par jour. Et ça, vous avez droit à cette allocation-là sur 66 jours dans l'année. Mais tout ça, en fait, pour ceux qui le souhaitent, j'ai donné en fait un certain nombre d'éléments écrits donc, que vous pouvez réclamer auprès de Chloé, qui se fera un plaisir de vous le transmettre. Donc, il y a des solutions de répit qui sont inscrites dans la loi. Mais il y a aussi le recours aux aidants, donc aux aidants professionnels, c'est-à-dire les aidants, les aides ménagères, les aides soignantes, etc. La famille, on n'y pense pas, c'est évident, mais en même temps, c'est vrai que quand on est une fratrie, il n'y a pas de raison pour que le fardeau, entre guillemets, de l'aidant pèse sur une seule personne, en fait.
C'est-à-dire que vous pouvez évidemment faire appel à vos frères et sœurs, vous pouvez faire appel à un conjoint, vous pouvez faire appel à une tante, un oncle, etc. C'est-à-dire que la solidarité familiale doit pouvoir fonctionner dans ces questions d'aidance. Et puis, il y a des solutions aussi qui sont plus adaptées en fait vraiment à certains handicaps, etc. C'est l'accueil de jour. L'accueil de jour, alors, ça existe pour des personnes handicapées, ça existe également pour des personnes âgées dépendantes. Pour les personnes âgées dépendantes, souvent l'accueil de jour d'ailleurs est adossé à un EHPAD, un établissement pour personnes âgées dépendantes. Ce sont des endroits où votre aidé, enfin votre proche, va être accueilli un jour ou 2 ou 3 par semaine. Et c'est important parce que lui va être socialisé, c'est-à-dire qu'il va rencontrer d'autres personnes qui souffrent de la même maladie que lui, mais il va rencontrer également des professionnels, des ergothérapeutes, des psychologues, des orthophonistes, qui vont pouvoir l'aider aussi, qui vont lui faire un certain nombre d'exercices, d'animation, etc. Donc ça va lui permettre aussi de voir autre chose. Et puis, ça peut aussi lui permettre de goûter, entre guillemets, à la collectivité. C'est-à-dire que c'est important si un jour l'institutionnalisation doit intervenir. C'est-à-dire que ça sera à ce moment-là, l'accueil de jour aura finalement été un espèce de sas qui va permettre à la personne d'expérimenter les bienfaits, les avantages de la collectivité, c'est-à-dire justement les avantages d'avoir un café mémoire le matin. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'un café mémoire? De pouvoir cuisiner avec d'autres, de pouvoir partager avec d'autres, etc. Donc, et en plus, lorsque l'accueil de jour est adossé à un EHPAD, si la personne entre dans cet EHPAD, il peut aussi reconnaître les lieux, c'est-à-dire que ça va être important, par exemple pour des personnes qui sont un peu désorientées, c'est-à-dire que le jour où ils rentreront en EHPAD, ben, finalement, ils ne seront pas si dépaysés que ça, parce qu'ils reconnaîtront un peu les lieux, ils reconnaîtront peut-être certaines personnes, etc. Autre solution de répit, les séjours aidants-aidés. Alors, ce sont des séjours qui sont organisés le plus souvent par des associations. Par exemple, France Alzheimer en organise certains. Et donc là, ce sont des séjours qui sont vraiment dédiés à la dyade aidant-aidé. C'est-à-dire que pendant une semaine, par exemple, vous partez avec votre proche, lui va être pris en charge sur certaines plages horaires dans la journée, et puis vous pourrez aller vous promener, mais vous pourrez aussi partager avec des aidants, avec d'autres aidants, avec des professionnels, etc. C'est-à-dire que chacun, en fait, va pouvoir trouver ce qui va pouvoir l'aider à continuer sa vie d'aidant aidé. Et puis, dans ces séjours également, il y a évidemment des sorties, des choses qui sont organisées pour l'aidant et l'aider ensemble. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des séjours qui séparent, mais ce sont des séjours, en fait, où chacun va pouvoir souffler un peu de son côté. Alors, les associations, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout au début, c'est vrai que quand la maladie, par exemple, survient, les proches peuvent un petit peu déserter. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir peur, tiens, d'un seul coup, la maladie d'Alzheimer, tout le monde en parle, c'est un peu effrayant, etc. Bon. Donc, et puis, vous risquez, vous aidant, de vous retrouver seul avec beaucoup de questions, en fait, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, sur les bonnes adresses, sur les bons professionnels auxquels s'adresser, etc. Et puis, mais à qui vous allez pouvoir parler de ça? Alors évidemment, il y a le médecin de famille, mais il n'a pas forcément le temps, etc. Bon. Et c'est vrai que les associations sont extrêmement importantes dans ces moments-là, parce qu'en fait, elles regroupent des gens comme vous. Donc, vous allez pouvoir partager votre expérience avec d'autres et puis partager avec ceux qui sont déjà passés par là et qui vont pouvoir vous donner un certain nombre d'astuces, de trucs. C'est important. Et puis,
certaines aussi organisent des groupes de parole. Donc ça, c'est très intéressant parce que à heure dite, alors souvent les groupes de parole sont animés par une psychologue, eh bien on va pouvoir échanger sur justement tout ce qui abîme en fait notre rôle d'aidant, c'est-à-dire cet épuisement, l'énervement, les moments où on est au bord de ne plus en pouvoir, les moments où on a envie de tout plaquer et de dire ça va, là maintenant j'en peux plus. C'est-à-dire que en échangeant sur ces moments-là avec d'autres et en voyant que les autres vivent la même chose en fond, eh bien ça va vous permettre de baisser aussi cette tension. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous dire, de déculpabiliser, de dire oui, c'est normal, je ressens ça, et c'est pas parce que je suis un monstre en fait, c'est juste parce que je suis fatiguée. Donc ça, c'est vraiment des moments qui sont précieux, ces moments d'échange avec les autres. Et puis, vous pouvez aussi échanger avec des professionnels. Alors, ça peut être le médecin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un psychologue. C'est-à-dire que parler à un psy, c'est finalement aller déposer dans un lieu qui est neutre, avec quelqu'un qui est neutre et qui ne vous jugera pas, en fait, tout ce que vous avez sur le cœur. Et ça peut être vraiment très, très soulageant. Donc, franchement, c'est un moment qui, évidemment, si vous en avez le temps, etc., mais c'est très, très important. Voilà. Donc, où s'adresser pour trouver tous ces gens-là? Alors, évidemment, vous avez le conseil général, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le conseil général qui va vous attribuer en fait un statut officiel d'aidant. C'est le conseil général aussi qui va déterminer le plan d'APA, le plan pour l'autonomie de la personne que vous aidez. Le plan d'autonomie ou s'il s'agit d'un handicapé, d'une personne handicapée, et il va aussi mettre en place le plan d'aide à l'autonomie pour ces catégories-là. Ensuite, pour les personnes âgées, vous pouvez si vous aidez une personne âgée dépendante, ce qui est important, c'est aussi tout le réseau des clics, c'est-à-dire ce sont des points d'information. Alors ça dépend, ça s'appelle les clics, ça s'appelle les points d'information locales, ça s'appelle, à un moment, c'est les points émeraudes à Paris. Enfin, ça peut avoir plusieurs noms, mais en fait, il s'agit quand même de lieux où se regroupent, au fond, toutes les informations, pardon, autour de ce qui peut vous être utile pour vous faire aider à aider, en quelque sorte. Donc, vous pourrez trouver là alors, sur les clics et aussi sur les plateformes des aidants, ce que j'ai oublié de le noter, mais on assiste, enfin, il y a ça aussi depuis quelque temps, ça s'appelle les plateformes, les maisons des aidants, pardon. Et donc là, vous trouverez toutes les bonnes adresses, les adresses des SIAD, des aides à domicile, des associations, etc. De la même façon, au CCAS, si vous ne trouvez pas le clic, vous pouvez vous adresser au Conseil communal d'action sociale. Donc, il pourra aussi vous donner les renseignements. Vous serez là vous pourrez rencontrer des assistantes sociales qui pourront vous aider à monter des dossiers d'aide, etc. Votre caisse de retraite aussi peut être un bon interlocuteur parce que parfois les caisses de retraite ont un certain nombre d'outils et de carnets d'adresses à votre disposition qu'elles peuvent mettre à votre disposition, mais aussi parfois elles peuvent vous débloquer des aides. Donc si vous vous trouvez en difficulté pour, je ne sais pas, acheter un fauteuil roulant par exemple, etc., vous pouvez éventuellement demander une aide à votre caisse de retraite. Et puis, il y a un certain nombre de sites aussi qui peuvent être importants. Donc, c'est personnenager.gouv.fr. Donc, ça, ce sont les liens, enfin, j'ai indiqué dans le petit texte que j'ai remis à Chloé ces bonnes adresses, donc des sites sur lesquels vous pourrez en fait trouver justement les adresses des clics et puis des adresses d'associations, etc. Et puis, évidemment, toujours ces associations qui sont vraiment précieuses.
Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je crois que j'ai beaucoup parlé, donc à vous de prendre la parole et puis de poser des questions ou d'apporter vos témoignages. Merci beaucoup Isabelle. Alors, je vais juste clôturer rapidement la conférence et puis après, on pourra passer à Mmh. un moment de questions-réponses. Alors, on vous met comme d'habitude le petit questionnaire de satisfaction à l'écran pour que vous puissiez nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence et ce qui vous a plu. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à nous mettre des nouvelles idées de conférences qui pourraient vous intéresser, des thématiques voilà, que vous souhaitez qu'on aborde. Comme ça, on pourra y réfléchir. Je vais vous mettre le lien du coup du questionnaire dans le chat, comme ça, vous pourrez y répondre à tout moment. Hop. Donc, Isabelle en parlera certainement mieux que moi, donc je vais la laisser, la laisser vous présenter ses projets avec Gwendoline. Oui, alors avec Gwendoline, nous avons co-rédigé un livre audio, en fait, qui s'appelle Ça déménage, qui est dédié en fait au déménagement des seniors, c'est-à-dire qui répond aux questions pourquoi déménager d'abord, parce que c'est pas, on a un peu l'idée enfin, l'idée que quand on est dépendant, on devrait forcément déménager et changer de domicile. C'est vrai, souvent, mais parfois ça ne l'est pas. On peut aménager la maison, etc. Donc on donne un certain nombre de pistes, d'outils et de solutions. Et puis, nous avons aussi créé un podcast qui s'appelle Ça déménage aussi et qui regroupe en fait des témoignages de personnes qui, soit de professionnels en fait qui vont vous donner des conseils en fait pour changer de domicile ou pas, et puis aussi des témoignages de personnes qui ont changé de domicile, alors qui sont entrées en EHPAD, qui ont intégré en fait une famille, parce que en fait l'accueil familial est quelque chose qui se développe de plus en plus, des seniors aussi qui partagent leur habitat avec des jeunes, parce que c'est aussi une solution pour pouvoir rester chez soi et lutter contre l'isolement, c'est ce partage en fait, quand on a une pièce disponible de son domicile avec un étudiant. Enfin voilà, on donne tout un tas de pistes et de solutions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Movadom pour découvrir ces publications. Alors, je suis désolée, je vois dans le chat que je crois que ce sont mes boucles d'oreilles qui ont fait du bruit. Désolée, hein, vraiment. Je me suis dit, c'est les écouteurs, mais bon, après, ça Oui, peut oui, pas. je pense que effectivement, ça doit être les boucles d'oreilles sur les écouteurs. Pardon. Bon, c'était vraiment pas horrible, ne vous inquiétez pas. Bon. Alors, du coup, donc on vous met la date du coup de notre prochaine visio qui sera sur les aidants préserver votre dos. Ce sera le 10 mars du coup à 15h. Vous pouvez vous inscrire grâce au lien qui est en bas de cette slide. Et hop, j'en profite du coup pour vous remettre le petit lien d'inscription ainsi que le mail pour si vous voulez joindre Gwendoline, si vous avez des questions ou voilà, si vous voulez aborder un sujet en particulier. J'en profite pour remercier notre financeur qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de Sainte-Saint-Denis avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation et puis on va pouvoir passer à la session questions-réponses.